Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à un événement très particulier. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre et c'est un jour très particulier. Alors vous êtes en train de vous dire pourquoi c'est un jour particulier. Alors attention spoiler, c'est pas Noël, c'est dans 5 jours. En revanche, c'est un jour particulier puisque c'est le jour du listing du token Wican. Wican, cette entreprise suisse basée à Genève, active dans le domaine de la blockchain depuis plusieurs années. Vous en avez beaucoup entendu parler. Et aujourd'hui, le token vient d'être listé sur la plateforme Bitstamp. Et on a le plaisir d'avoir ce soir pour échanger autour de ce sujet-là et en savoir plus sur tous ces acteurs, sur les projets, sur tout ce qui se passe actuellement. On a la chance de recevoir deux personnes, à savoir Vincent Pignon, CEO et fondateur de Wican, et Jean-Baptiste Gaffieux, qui est directeur de Bitstamp. Je les accueille sans plus attendre dans ce chat. Ils sont là. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir Fred, très bien. Bonsoir Fred, très très bien aussi, merci. Merci à vous d'être là. Alors, ce que je vous propose, on va passer ensemble environ 45 minutes. Je vous propose d'échanger, de nous partager un maximum d'informations, puisqu'aujourd'hui, en fait, à 13 heures, le token a été listé. On a vu des plus 400, 500%, je crois. Tout le monde avait un peu les yeux rivés sur les écrans cet après-midi. Je pense qu'il y a certains services, certaines équipes qui n'ont pas été très productives et qui ont plutôt gardé les yeux sur le token. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter peut-être en quelques mots. On va commencer par Jean-Baptiste, honneur aux invités les plus lointains, puisqu'il ne se situe pas à Genève directement. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter aussi Bitstamp, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis Jean-Baptiste Graftio. Je suis le CEO de Bitstamp. Bitstamp, c'est une bourse de crypto-monnaies qui a été créée en fait dans les années 2011. Donc on a plus de 10 ans d'existence sur le marché de la crypto-monnaie. On est présent globalement. On a aujourd'hui un portefeuille avec plus de 50 licences dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre également. On a la chance de pouvoir offrir un service de crypto à plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde, y compris plus de 4000 clients institutionnels qui utilisent nos services. Moi, j'ai rejoint l'organisation en 2014, donc il y a quasiment 10 ans. J'ai eu plusieurs fonctions au sein de Bitstamp. J'ai rejoint l'organisation au départ comme directeur pour la conformité. Ensuite, j'ai basculé comme directeur général pour l'Europe et puis aujourd'hui, je suis le CEO de l'organisation. Je suis basé à Luxembourg et puis on a aujourd'hui 450 personnes réparties dans le monde qui travaillent pour l'échange, dont plus d'un tiers des salariés qui travaillent dans des métiers de la conformité, du contrôle interne, de l'audit interne. Donc pour nous, vraiment, ce qui est important, c'est regulatory first, également la sécurité. C'est ce qui certainement nous différencie par rapport à nos compétiteurs. Donc on offre un service d'échange et puis d'autres services comme le staking, comme le lending, et nous préparons aussi un lancement de produit sur la crypto-dérivée pour l'année prochaine. Et on parle aussi de tokenisation et ravi d'en parler un petit peu plus durant le webinaire. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Vincent, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et est-ce que tu peux présenter Wican aussi, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Donc Vincent Pignon, je suis le directeur général de Weekend Group. On est un petit peu plus récent que Bitstamp, société fondée en 2015, mais malgré tout relativement ancienne dans l'industrie, puisqu'il y a peu d'acteurs qui ont cette ancienneté. Nous, on a un focus sur les institutions financières également. On travaille avec un petit peu plus de 100 institutions financières, principalement des banques privées et des gérants de fortune indépendants, des brokers, des trustees, sur une solution de compliance. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé avec JB et Bitstamp, parce que c'est notre focus et c'est une de nos priorités de pouvoir faciliter le travail de compliance de ces institutions financières grâce à une infrastructure technologique basée sur la blockchain. Et aujourd'hui, on est en train de se développer notamment à l'international et c'est une des raisons de l'émission du token également. Très bien, merci beaucoup. Jean-Baptiste, moi j'ai une première question parce que Bitstamp, alors moi je connaissais Bitstamp un peu de loin, j'étais pas client, mais ce que j'ai remarqué tout de suite avec Bitstamp, c'est que vous avez des tokens très choisis. Je crois que c'est assez sélectif, vous êtes assez sélectif. On a environ 80 tokens listés. Pourquoi lister Wican en plus de cette sélection-là et qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble ?
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a un processus de sélection au niveau du listing qui est assez strict, hein, j'irai ainsi. On a plus de. En fait, ce qui est important pour nous, c'est regarder l'aspect sécuritaire, c'est regarder le business qui est derrière le token, s'assurer qu'il y a des audits qui sont mis en place, s'assurer qu'il y a une sécurité. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le maximum de liquidité pour nos clients, pour qu'ils puissent acheter, mais également revendre le token. Aujourd'hui, sur Bitstamp, on a à peu près 80-85 tokens en fonction des régions. Et étant donné qu'on est très très sélectif, effectivement, comme je le précisais tout à l'heure, nous, notre différenciation, c'est qu'on est vraiment très institutionnel et régulatory, et l'aspect sécuritaire est important. Et évidemment, on est ravis d'avoir pu lister Wecan aujourd'hui. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs avec Vincent, qui est, comme on l'a précisé, la conformité, le côté institutionnel aussi, où on rend service à... De notre côté, on a plus de 4000 acteurs institutionnels. Et donc, en ayant commencé le partenariat il y a quelques mois déjà, c'était une évidence pour nous de pouvoir lister Wecan sur Bitstamp et de l'offrir à notre clientèle à la fois institutionnelle et à la fois retail. Et donc, notre processus de sélection, pourquoi il est en place et pourquoi il est strict de cette manière-là, c'est qu'il a été designé aussi avec nos régulateurs au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe. Donc, on respecte tout un protocole justement pour s'assurer qu'on offre les meilleures conditions de trading à nos clients lorsqu'on liste un token sur l'échange. Ok, très bien. Je crois qu'en plus de lister Wecan, vous êtes client, par conséquent, des produits, de la suite de produits, c'est juste? Alors, on est en partenariat avec Vincent, effectivement, et le fait d'avoir pu lister le token sur l'échange, c'est une première étape, je dirais, dans notre partenariat avec Vincent. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse quelque part, on a chacun un écosystème assez différent, mais en même temps très similaire. Donc, ça nous permet à chacun de faire partie de nos écosystèmes et de mettre un peu aussi nos forces et nos produits ensemble pour pouvoir offrir je dirais la meilleure expérience aux clients de Wecan, également aux clients de Bitstamp. Ok, alors justement, Jean-Baptiste, tu parles d'écosystème. Comment, Vincent, la collaboration avec Bitstamp s'inscrit dans une stratégie, j'imagine, de Wecan? Alors, pour nous, c'était un choix très particulier parce que, en travaillant avec notamment des banques privées, choisir un partenaire pour le listing était un élément crucial. Et il y a peu d'acteurs aujourd'hui sur le marché, et on le voit dans l'actualité quotidiennement, et en particulier cette année, il y a un an également, qui ont cette capacité à répondre aux exigences réglementaires, à être transparent et à travailler depuis de longues années avec des acteurs institutionnels. Et pour nous, c'était vraiment un gage de crédibilité et de confiance vis-à-vis de nos clients que de pouvoir travailler avec Bitstamp. Donc, c'était un choix évident. La plupart des banques avec lesquelles on travaille avaient déjà eu, pour celles qui traitent les cryptos, des relations avec Bitstamp. Et du coup, l'ambition, c'était vraiment d'avoir un positionnement, de conserver notre positionnement institutionnel et de prendre aucun risque avec ce listing, que ce soit un risque réglementaire, un risque de réputation, et évidemment de pouvoir, comme l'évoquait Jean-Baptiste, de pouvoir faciliter de part et d'autre la collaboration des institutions financières. Donc aujourd'hui, nous, les banques privées, les gérants de fortune et autres qui sont sur la plateforme Wecan l'utilisent principalement pour accélérer leur process d'onboarding, que ce soit pour eux ou pour leurs clients finaux, et de pouvoir ajouter Bitstamp sur la marketplace des acteurs avec lesquels il est plus facile de s'onboarder, et surtout sur des actifs qui ne sont pas des actifs qu'on traitait jusqu'à présent. Ça vient renforcer encore plus la proposition de valeur de ce qu'on leur permet de faire avec la plateforme et avec un partenaire de choix. Ce qui est, je le souligne quand même parce que c'est vraiment pas évident. Il y a encore beaucoup, je pense, à construire dans l'industrie. Et aujourd'hui, Bitstamp fait tout ça de façon très, très bien et très professionnelle. Et on est très reconnaissant de pouvoir travailler avec Jean-Baptiste et ses équipes. Alors, tu l'as dit, c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est une étape importante d'être listé. C'est vrai que voilà, c'est pas toutes les entreprises ou en tout cas tous les projets qui le font dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. Pourquoi choisir de l'avoir fait maintenant, en fait?
Alors, c'est un travail de longue haleine, effectivement, pour plusieurs raisons. Donc nous, on a commencé ce process, on a fondé la société en 2015. On a commencé à travailler avec les banques, les institutions financières en 2018. On a fait avant d'autres sujets comme la tokenisation qu'évoquait JB. On a initié le processus donc, de rédaction de notre white paper en 2021, de soumission au régulateur en début 2022. Très rapidement, on a eu le retour du régulateur de catégorisation de notre token comme utility token, ce qui nous a permis de continuer à avancer dans le processus, notamment avec les instances fiscales. On a également fait un ruling fiscal auprès des autorités en charge du dossier. On a aussi beaucoup travaillé avec nos différents partenaires, que ce soit le réviseur aux comptes, notre fiduciaire, pour pouvoir comptabiliser les tokens correctement. Et une fois le process démarré de listing, qu'on soit certain que tout le setup soit opérationnel et monté de façon la plus sérieuse possible. Et ça, c'était vraiment pour nous un enjeu fondamental. Donc, si on reprend un petit peu le cheminement en 2021, fin 2023, ça fait un peu plus de 2 ans. Et l'enjeu pour nous était également d'être dans un cycle qu'on considérait être le meilleur cycle d'adoption des institutionnels. On voit en ce moment que les grands acteurs de l'asset management, BlackRock, Fidelity, sont en train de se positionner, que les grandes banques centrales sont en train de mettre en place leur process d'émission de monnaie stable nationale. Et Bitstamp l'a fait il y a quelques semaines maintenant, 1 ou 2 semaines en arrière, avec la première banque à émettre son stablecoin en euros. Donc pour nous, le cycle est particulièrement stratégique pour pouvoir faire une émission. Et d'autant plus que l'année prochaine, on va également avoir tous les mécanismes associés au halving de Bitcoin et tout ce qui entraîne la dynamique d'investissement sur les actifs digitaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, tu l'as dit, tu as parlé évidemment d'adoption et on va parler indirectement de crypto aussi, puisque Crypto-monnaie 2024, l'année de toutes les promesses, c'est le thème de ce webinaire. Je profite juste de dire aux personnes qui nous suivent en ce moment en live que vous pouvez aller sur wooclap.com, WOOCLAP.com, et vous tapez le code WECAN et vous verrez, vous avez une petite fenêtre en bas à droite de l'écran qui vous permet de nous envoyer vos questions et vos messages. Donc, n'hésitez pas, évidemment, on y répondra dès que possible dans la suite des échanges. Crypto-monnaie et 2024, est-ce que ce sont 2 mots compatibles? On a la chance d'avoir Jean-Baptiste avec nous ce soir, qui est à la tête de Bitstamp, qui est quand même une plateforme d'échange de crypto-monnaie. J'ai cette question, comment pourrait-on dire, fondamentale, cette question existentielle, Jean-Baptiste. Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché des cryptos en 2024 avec des événements comme le halving, par exemple, dont parlait Vincent, ou l'arrivée massive d'institutionnels? Oui, effectivement, on a une année 2023 qui a été assez mouvementée. C'était un crypto winter qui a été long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une embellie sur le marché depuis la mi-octobre, où les cours ont repris, où on voit des volumes de plus en plus importants sur l'ensemble des plateformes. Et il y a des bonnes nouvelles qui, j'espère, vont arriver en début d'année 2024, à savoir les ETF au niveau des États-Unis notamment. On a le halving qui devrait arriver aussi au 2e trimestre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème. Et en fait, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, ce qui est intéressant, c'est que les 18 derniers mois qu'on a vécu dans le cadre du Crypto Winter, c'est un Crypto Winter qui est vraiment différent par rapport à ceux qu'on a vécu par le passé. Là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un engouement assez fort de nombreux partenaires institutionnels qui, pendant les 12, 18, 24 derniers mois, ont essayé de construire en fait des solutions pour avoir accès au marché de la crypto, soit directement, soit en passant par des échanges comme Bitstamp. Nous, on offre par exemple une solution de marque blanche qui est mise à disposition de banques, d'établissements de paiement, de fonds de pension également, qui leur permettent en fait d'intégrer nos services, la liquidité et d'offrir un accès au marché à leurs clients finaux.
Et on a vu énormément de projets durant les 18 derniers mois, et on en voit encore aujourd'hui évidemment, ce qui va permettre à ces établissements de rentrer dans le marché de la crypto à un certain moment en 2024 et de pouvoir offrir de la crypto-monnaie à leurs clients et de pouvoir potentiellement, si le marché continue à se soutenir comme c'est le cas aujourd'hui, de pouvoir bénéficier pleinement en fait de très très bonnes conditions de marché à partir de 2024. Donc on est très positif pour la suite, surtout depuis le mois d'octobre. Et c'était pas forcément, je dirais, quand on regardait fin 2022 avec FTX notamment et d'autres incidents qu'on a vus sur le marché, on n'aurait pas forcément imaginé de se retrouver dans ces très très bonnes conditions de marché ici maintenant au 4e trimestre de cette année. Donc nous on regarde 2024 plutôt avec un œil très positif. On voit énormément d'institutionnels qui rentrent sur le marché, pas seulement au niveau du trading, pas seulement au niveau d'offrir de la crypto à leurs clients finaux. On voit des solutions de custody, on voit des beaux projets de tokenisation, on voit évidemment de magnifiques projets comme Wecan aujourd'hui avec le listing, et tout ça nous met dans une situation très confortable et très optimiste pour l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors ça, c'est un point de vue donc vraiment crypto qui est plutôt, on le relève, positif, hein. Tu montres qu'il y a une bonne dynamique. Si je me tourne vers Vincent, on a donc maintenant, je crois, une centaine d'institutions financières qui utilisent Wecan, les solutions Wecan. L'adoption blockchain en 2024, donc si on sort un peu de l'aspect crypto et qu'on raisonne en termes technologie blockchain, comment ça se présente pour 2024 d'après toi? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'un cycle où tout le monde avait envie de s'y intéresser il y a quelques années, il y a 3-4 ans, à un moment où il y a eu notamment en plus l'intelligence artificielle qui est arrivée au passage avec un détournement de certains intérêts, une augmentation des risques cybersécurité pour la plupart des acteurs financiers qui ont aussi dû réallouer certaines priorités. Et là, aujourd'hui, je dirais depuis quelques mois également, il y a vraiment une volonté pour tous les acteurs, institutions financières, de se positionner avec des solutions blockchain. Un des grands intérêts dans ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients, c'est qu'ils peuvent rentrer par l'angle de la tokenisation des données et pas nécessairement avec des produits en front line qui nécessitent par exemple des évolutions vis-à-vis de déclarations du régulateur qui sont parfois lourdes ou complexes ou instables en fonction des territoires qu'ils peuvent couvrir. Et on se rend compte du coup qu'on a une forte accélération du nombre d'acteurs qui rejoignent ou qui vont rejoindre en 2024. Notre objectif aujourd'hui, nous, c'est de doubler le nombre d'institutions entre aujourd'hui et la fin d'année prochaine. Donc ça montre la dynamique. Aujourd'hui, dans les institutions, c'est plutôt des acteurs importants. Donc en tout, ils doivent gérer un peu plus de 1800 milliards d'actifs sous gestion. Et on va continuer à avoir ce type d'acteurs qui sont des acteurs relativement importants, qui cherchent à se positionner à différents niveaux. Donc les plus avancés ont des solutions de custody, ont des solutions de fonds, font de la distribution à leurs clients. Et les moins avancés sont sur les stacks technologiques pour essayer de vraiment comprendre les enjeux et de travailler avec leurs équipes compliance légales et avec le régulateur pour être certains que quand ils vont se positionner, ils se positionneront de la bonne façon, ils auront la bonne stratégie et éventuellement, ils le feront avec différents canaux, par exemple des acquisitions externes. Ça, c'est une tendance qu'on observe aussi de façon assez importante. C'est la concentration de marché qui est en train de s'opérer avec des acteurs plus importants qui vont faire des acquisitions en 2024. Et si on réduit le scope sur la notion de crypto-monnaie à proprement parler, en termes d'adoption de crypto-monnaie par des institutions financières ou pas, qu'est-ce que tu imagines ou qu'est-ce que tu entreaperçois là-dessus? Alors, je pense que ça va se faire sur 2024-2025. Donc, si je prends un échantillon sur les 100 aujourd'hui, on doit avoir quelque chose comme 10 à 15% qui traitent des crypto-monnaies. Donc, c'est une part qui est plutôt minoritaire. Par contre, ça veut dire qu'il y a 85 à 90% d'acteurs qui vont rentrer sur le marché dans les 2-3 prochaines années. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de regarder, ils sont tous en train de se positionner, de se poser les questions de savoir comment le faire, avec qui le faire. Et c'est là aussi où des acteurs comme Bitstamp ont un rôle à jouer très important pour pouvoir les accompagner. Jean-Baptiste citait les solutions en marque blanche ou autres. Aujourd'hui, ça fait partie de leur questionnement, c'est de se dire comment ils vont le faire,
Et un autre élément, c'est qu'on voit des acteurs globaux qui sont en train d'essayer de maîtriser toute la chaîne de valeur pour avoir une proposition one-stop shop où finalement n'importe quelle institution pourra venir dire je rentre ici, j'ai accès à tout l'environnement et puis je peux le proposer à mes clients sans me poser trop de questions. Aujourd'hui, tout ça dans un environnement en plus où la technologie évolue assez vite, c'est pas nécessairement évident pour une institution financière. Un exemple, mais la première banque crypto en Suisse à avoir proposé ça aux clients retail grand public en 2017 a changé toute sa stack de custody 2 ans après. Et on parle de budget relativement important. Donc voilà, pour les institutions financières, c'est un choix stratégique, c'est des investissements sur lesquels ils veulent investir, mais en ayant conscience de tous les enjeux. Très bien, je te remercie pour ces précisions. Alors, je me permets, ça me fait penser, je me permets de revenir vers Jean-Baptiste sur une question, parce qu'on a parlé d'institutionnel. Alors, Jean-Baptiste, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que vous avez listé le premier stablecoin d'une banque. C'est juste, je crois que c'était la Société Générale, exact? Exactement. Effectivement, il y a à peu près 15 jours, on a eu aussi l'opportunité, la chance de travailler avec la Société Générale pour lister leur stablecoin en euros. C'était vraiment début décembre. Et alors pour revenir à ce que disait Vincent tout à l'heure, ce qui est important aussi par rapport à l'évolution de l'écosystème, c'est que pendant les 5-6 dernières années, en fait, on est passé à travers une sorte de patchwork réglementaire. C'est-à-dire que chaque pays a son approche, que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs. Chaque pays a son approche pour réguler la crypto. Et effectivement, pour des échanges comme nous ou l'écosystème, c'est un coût, c'est fragmenté. Ça prend aussi beaucoup de temps pour se mettre en conformité dans les pays dans lesquels on opère. Et ce qui est intéressant pour 2024, c'est la mise en place de MiCA au niveau de l'Europe, qui va finalement simplifier et qui va donner certainement un niveau de confiance plus élevé pour une clientèle institutionnelle pour rentrer dans le marché, dans le sens où les opérateurs comme nous en tant que plateforme d'échange, on sera aujourd'hui on a différentes licences, je le précisais tout à l'heure, on a plus de 50 licences, mais avoir MiCA et le framework MiCA en place, ça va certainement aussi clarifier le cadre réglementaire, ce qui va permettre aux acteurs de pouvoir se mettre en conformité totale et de créer cette confiance qui potentiellement n'était peut-être pas complètement au rendez-vous jusqu'à maintenant. Donc je dirais les fondamentaux au niveau de l'écosystème et par rapport à ce qu'on voit depuis octobre, par rapport à la liquidité qui rentre dans le marché est très bonne. Et en plus, on a un layer de regulatory, un layer de réglementation avec le cadre MiCA qui va donner encore plus de confiance pour entrer sur le marché. Et un point très important aussi, que Vincent, tu mentionnais tout à l'heure, nous, on a eu la chance de faire une étude dans plus de 20 pays dans le monde avec plus de 30 000 participants. Et en fait, il y a 3 points clés qui ressortent de cette étude pour pouvoir avoir, je dirais, plus d'intérêt pour entrer dans le marché de la crypto. La première, c'est effectivement comment s'y prendre. Il y a vraiment un travail important à faire au niveau des opérateurs pour donner un accès à la crypto le plus facile possible. Donc ça, c'est vraiment le point qui est ressorti de cette étude. Le deuxième point, c'est l'aspect réglementaire, où les règles ne sont pas forcément très claires ou fragmentées et complexes. Et c'est vrai qu'en mettant MiCA en place, ça va simplifier le cadre réglementaire et donc ça va donner plus de confiance. Et la troisième chose qui est super importante aussi, c'est l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutionnels et de retail qui regardent la crypto, qui ont besoin de s'éduquer afin de prendre des décisions informées pour faire leurs premiers achats ou en tout cas leurs premières activités de trading. Et effectivement, pour Bitstamp, nous, ce sont des priorités pour nous, pour donner le meilleur accès au marché. Et donc, on a été ravis, effectivement, de pouvoir faire ce partenariat avec la Société Générale. Et c'est un partenariat qui, parce que Bitstamp est regulatory first et la sécurité est importante, qui nous a permis d'avancer justement pour le listing du stablecoin de la Société Générale en euros. Il y a énormément d'initiatives stablecoin vraiment au niveau global. Et donc, on est effectivement très, très content aussi d'avoir pu conclure ce partenariat il y a quelques semaines. Si je reprends juste un peu tes termes, tu dirais qu'on a on va dire une situation favorable avec MiCA et entre autres pour les institutions aujourd'hui.
pour une arrivée Alors, sur le marché oui, c'est ça. Pour les institutions, ça va renforcer en fait la confiance. Et puis surtout, ça va permettre d'avoir des règles, je dirais des règles à l'entrée qui sont vraiment claires pour l'écosystème. Donc, on va être dans un mode plutôt, level playing field, hein, si je peux dire ainsi. Ce qui va permettre aux acteurs d'avoir des règles très claires, d'être dans un cadre vraiment très clair au niveau réglementaire. Je pense qu'on va observer certainement une consolidation au niveau du marché, puisque les barrières à l'entrée vont forcément augmenter en fonction des exigences réglementaires. Mais ce cadre-là va créer davantage de confiance pour une clientèle institutionnelle pour pouvoir à la fois rentrer dans l'écosystème et en même temps s'adosser à des acteurs comme Bitstamp, comme certains de nos partenaires dans l'écosystème, pour pouvoir offrir des solutions de crypto à leurs clients finaux, notamment. Très bien. Je te remercie. On reviendra juste après sur un aspect peut-être régulation et sécurité avec Bitstamp, parce qu'on va profiter d'avoir un exchange important et pertinent dans ce domaine avec nous pour poser quelques questions. Juste Vincent, sur 2024, les innovations et on va dire les avancées technologiques, innovations, progrès pour WeCan en 2024, qu'est-ce qui est prévu? On a fait un gros travail en 2023 d'investissement sur notre suite de produits. Donc maintenant, tous nos clients ont accès à toute la suite, que ce soit le réseau de coffre-fort numérique avec une donnée structurée, distribuée, auditable, mais aussi notre messagerie instantanée. Donc maintenant, tous nos clients ont accès à ça. Et ça, c'est un élément qui est assez fondamental. Et l'année prochaine, on va vraiment capitaliser sur ça pour développer des nouveaux use cases, des nouveaux business cases avec eux. Donc, historiquement, on était vraiment focalisé sur la compliance des intermédiaires financiers. Là, on va beaucoup plus travailler sur la compliance des clients, donc ce qu'on appelle le KYC, pour faciliter leur onboarding auprès des différentes institutions, mais aussi sur d'autres sujets de compliance, typiquement interbancaires, avec d'autres typologies d'acteurs comme des fournisseurs, des investisseurs actionnaires ou encore des partenaires. Donc ça, c'est un des grands focus. Et évidemment, nous, notre autre focus, c'est la sécurité. La clé de succès de notre suite de produits, c'est d'avoir un réseau qui est hautement sécurisé dans lequel on est en zéro knowledge. Donc nous, on n'a pas accès à l'information qui est échangée sur l'infrastructure. Uniquement, nos utilisateurs ont les clés pour encrypter et donner des clés de décryption à leur contrepartie. Ce qui apporte un niveau de sécurité très important, mais du coup, on est très, très vigilant là-dessus. Et nos partenaires bancaires également. Donc, c'est une des particularités dans la gouvernance de WeCan, c'est qu'on a une association à côté de nous qui s'appelle la Blockchain Association for Finance, qui regroupe les plus grandes banques privées, donc des acteurs comme Julius Baer, Pictet, Lombard Odier, Edmond Rothschild et d'autres. Maintenant, on a trois gérants de fortune indépendants également qui sont rentrés au board de l'association et qui nous fixent les règles de sécurité, qui nous auditent de façon indépendante, qui valident nos architectures technologiques et du coup qui s'assurent que pour pouvoir déposer et échanger de la donnée via notre infrastructure, tout est au niveau de leurs attentes et au niveau de leur contrôle interne. Ce qui est pour nous très exigeant, mais en même temps un gage qu'une fois que ces acteurs-là utilisent notre infrastructure pour échanger ce typologie de données qui sont très sensibles, alors on peut potentiellement stocker n'importe quel type de données sur notre infrastructure. Très bien, merci beaucoup. Je rebondis sur la question sécurité pour Jean-Baptiste. Alors, on a vu ces derniers temps, et tu les as cités tout à l'heure, l'affaire FTX, situation un peu spéciale aussi du côté de Binance ou d'autres. Voilà, il y a des choses un peu particulières. On est dans un cadre qui est un peu mouvant. Comment vous faites pour gérer, pour aborder en tout cas les questions de sécurité et de régulation dans un marché qui est quand même mouvant, en constante évolution? Alors, le premier point, c'est au niveau de la gouvernance. On a une gouvernance en place depuis déjà plusieurs années, à la fois au niveau de notre board of directors, avec une diversité qui nous permet justement d'échanger sur Bitstamp, sur la sécurité, sur le développement, sur la stratégie. Et en fait, dans le cadre de cette gouvernance, on a, de la même manière comme le précisait Vincent tout à l'heure, on a une combinaison, je dirais, de contrôles qui sont en place,
à la fois au niveau de l'audit externe. Donc, on a Ernst & Young qui est auditeur de Bitstamp déjà depuis plusieurs années, depuis 2016 précisément, donc ça fait maintenant 7 ans. On a une fonction audit interne également qui est robuste et qui audite nos processus, pas seulement au niveau de la sécurité, mais de manière transversale au sein de l'organisation. Ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir des certifications qui soient reconnues globalement pour montrer que tout ce que nous avons en place au niveau sécurité respecte les standards et notamment, par exemple, on est certifié ISO 27001 au niveau de l'aspect sécuritaire. Et puis, à côté de cela, on a quasiment 130, 140 personnes, donc quasiment un tiers de l'organisation, qui travaillent de manière transversale sur les fonctions de contrôle, sur des problématiques juridiques, de sécurité, de conformité, de protection des données, qui est également un sujet très, très important. Et en fait, avec tout ce package de contrôle, ça nous permet, en toute transparence, lorsqu'on travaille avec des partenaires, de pouvoir échanger sur ce qu'on fait chez Bitstamp avec des signatures vraiment reconnues dans l'écosystème. Le fait d'être audité par un Big Four aussi, ça crée énormément de valeur et ça rassure et ça crée la confiance, évidemment. Et puis, toutes ces certifications aussi qui sont faites de manière totalement indépendante nous permet d'échanger et de maintenir et de confirmer cette confiance qu'on offre au marché. Donc aujourd'hui, ça a à la fois la gouvernance, à la fois les ressources, à la fois les certifications. On est présent sur le marché depuis 12 ans, donc on a aussi énormément d'historique et de connaissances sur le marché de la crypto. Et on a énormément aussi de partenaires avec lesquels on travaille pour la custody, pour par exemple le matching engine où on travaille avec Nasdaq. Donc on est aussi entouré et équipé de solutions qui sont largement mondialement reconnues. Et tout ça nous permet effectivement de donner le meilleur niveau de confiance à nos partenaires pour pouvoir travailler avec nous de manière sereine ou très sereine, je dirais. Très bien, merci beaucoup. Alors, même question que pour Vincent avec Wecan. L'évolution de Bitstamp, c'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour nous, il y a 3 et au-delà, peut-être. Mais... Ouais, c'est ça. Il y a 3 axes principaux. Le premier, c'est au niveau de l'expansion géographique. Donc aujourd'hui, on a des activités en Europe, au UK, aux États-Unis et également en Asie-Pacifique. Donc on va accélérer sur le développement au niveau de l'Asie-Pacifique en 2024. Le deuxième aspect, c'est au niveau des produits qu'on offre à nos clients. Donc, on a déjà un portefeuille bien étoffé au niveau de nos produits. Et par contre, il y a un produit qui est important, c'est la partie dérivée au niveau des cryptos. Et pourquoi c'est important? C'est parce que le marché de la dérivée aujourd'hui est 3 à 4 fois plus important que le marché du spot. Et donc, notre ambition, en fait, c'est de rentrer dans le marché de la dérivée à partir du 2e trimestre 2024. Pour pouvoir offrir des solutions à la fois à des clients institutionnels, mais également à des clients retail. Et c'est une solution qui sera intégralement régulée, intégralement supervisée par une autorité européenne. Et donc ça c'est vraiment notre point clé, notre priorité clé pour Bitstamp pour l'année prochaine. Et le 3e point, qui est plutôt, je dirais, une initiative qu'on a commencé cette année et qu'on va également accélérer en 2024, c'est au niveau de la tokenisation. On a un marché de la tokenisation qui s'accélère et qui s'embellit. On voit de nombreux porteurs de projets avec différentes priorités, différentes stratégies qui souhaitent tokeniser des collections d'art, des collections de montres, éventuellement de la dette, du real estate. Et effectivement, on souhaite faire partie de cet écosystème et de pouvoir offrir à nos clients donc un accès à des security tokens, à de la tokenisation. Donc, c'est vraiment les 3 aspects pour nous, expansion géographique, les dérivés et la partie tokenisation pour 2024. Donc, des sujets intéressants et en plein développement en ce moment. Super, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées par des canaux divers et variés. On a des canaux plutôt standards et puis j'ai des canaux personnels. J'ai des gens qui me contactent personnellement pour poser des questions. Il y a des gens qui ont mes coordonnées. Vincent, en quelques mots ultra rapidement, est-ce que tu peux résumer l'offre Wecan? Alors, c'est parti. Ouais, volontiers. En une phrase, on a un réseau et une infrastructure de coffre-fort numérique disponible pour les professionnels et également de plus en plus pour les individus, dans lequel on peut stocker sa donnée de façon unique et la partager à des acteurs de ce réseau-là qui viennent consulter la donnée dans le coffre-fort numérique directement, avec un système hautement sécurisé par des mécanismes d'encryption
Et l'une des particularités de notre offre, c'est qu'on est ce qu'on appelle en zero knowledge, c'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout accès à l'information qui est échangée sur notre réseau. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, des institutions financières nous font confiance et souhaitent travailler avec ce type d'infrastructure. Très bien. Merci beaucoup. Une question, alors peut-être plus pour Jean-Baptiste, mais comment on fait pour acheter des tokens Weekend et surtout, comment on fait pour être client Bitstamp? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? C'est une excellente question. Alors, pour pouvoir acheter des tokens Weekend, vous pouvez aller sur bitstamp.net, qui est notre plateforme d'échange. Il y aura donc un premier processus qui est essentiellement de faire le KYC. Donc, il y a un processus d'onboarding qui, normalement, devait être assez rapide et assez fluide via un processus de video verification. Et ensuite, ça permet de tout de suite pouvoir ouvrir son compte et de pouvoir acheter des tokens Weekend sur la plateforme. Si vraiment il y a un souci, alors n'hésitez pas à me contacter en direct. Je serais ravi de vous mettre en relation avec nos équipes pour faciliter soit l'onboarding, soit l'achat du token. Donc, je vous donne rendez-vous plutôt sur bitstamp.net et puis faire le processus de KYC et de pouvoir acheter directement les tokens sur l'échange. Et juste une précision, Jean-Baptiste, ça s'adresse à des individus, à des institutionnels, aux deux? Effectivement, donc la plateforme est accessible à la fois à une clientèle institutionnelle et également à une clientèle retail. Sachant que pour la clientèle retail, c'est un processus qui est plutôt automatisé pour faire l'onboarding. Pour la clientèle institutionnelle, c'est un processus qui est plutôt semi-manuel. Donc, ça prendra peut-être quelques jours pour arriver à pouvoir ouvrir le compte Bitstamp et de pouvoir justement faire ces premiers pas pour acheter les tokens de Weekend. Et vraiment, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en direct. On sera ravis de pouvoir vous assister. Très bien, merci beaucoup. Question pour Vincent, est-ce qu'il y a des steps, alors on a parlé de Weekend en 2024 tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des steps précis déjà datés d'évolution à ce stade ou pas encore? Alors, un des grands points, et c'est pour nous le succès de la journée, c'est que le token a connu un vif succès dès le listing. Là, au moment où on se parle, on est à plus 270% en dollars par rapport au listing, ce qui est vraiment très enthousiasmant. On est très content de ce succès. Et l'année prochaine, on va avoir de plus en plus de clients qui vont acheter des tokens pour utiliser nos services, des clients institutionnels qui, à chaque typiquement interaction avec leur coffre-fort numérique ou envoi de messages sur notre instant messaging, ont des tokens qui sont consommés. Donc, c'est des volumétries qui peuvent être assez importantes avec le temps et mécaniquement avec une offre limitée de tokens qui doivent pousser l'augmentation du prix du token. Très bien, merci beaucoup. Eh ben, c'est très clair. 2024 s'annonce fort en émotion. Jean-Baptiste, petite question sur Mika. En 2 mots, est-ce qu'on peut résumer Mika et dire pourquoi c'est intéressant pour les institutions, comme tu disais tout à l'heure? Oui, tout à fait. En fait, on a un écosystème qui est passé par une phase de transition réglementaire, donc avec une approche qui était plutôt nationale pour tenter de mettre en place un cadre pour des acteurs de crypto-monnaie notamment. Et en fait, la force de Mika, c'est de pouvoir, à partir de l'année prochaine, se mettre dans un agrément, donc en l'occurrence Mika, qui va permettre de s'installer dans un pays, de pouvoir être obtenir un agrément dans ce pays-là, de pouvoir passeporter en fait ses activités dans l'ensemble de l'Union européenne. Exactement comme le fait un établissement de paiement aujourd'hui ou un établissement de monnaie électronique. Et ce qui évitera en fait ce patchwork un peu réglementaire où nous, aujourd'hui, si je partage l'expérience de Bitstamp, on a différents agréments, c'est-à-dire en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas ou encore à Luxembourg. Et en fait, chaque pays a une réglementation bien spécifique, un reporting bien spécifique. Et donc, ça crée des coûts compliance additionnels. Il faut être aussi très cautious, je dirais, pour voir l'évolution dans ces pays-là au niveau du cadre réglementaire. Et donc, Mika, sa force, en fait, c'est de pouvoir avoir un cadre, je dirais, uniforme, de créer un level playing field et de pouvoir s'installer dans un pays pour pouvoir opérer en Europe de manière tout à fait conforme, simplement, je dirais, en passeportant ces activités. Et donc, c'est attendu déjà dans un premier temps pour 2024, à la mi-d'année 2024, et l'agrément Mika
plutôt à partir du 1er janvier 2025 pour tout ce qui est en fait non stablecoin ou non émission de stablecoin. Et ça, c'est un peu une révolution hein, dans l'écosystème. Nous, on a été très supporters justement de cette réglementation-là et qui fera forcément la différence à la fois pour nous, mais également pour les institutionnels et la clientèle retail, puisque ça va augmenter aussi le niveau de confiance dans l'écosystème et ça devrait driver un certain intérêt et davantage d'adoption justement pour rentrer dans le marché de la crypto. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. C'est l'avantage de faire des webinaires avec des exchanges qui sont sérieux et organisés. On a des informations qui sont fiables et précises. Autre question pour Vincent. Bonsoir Vincent, est-ce que vous pouvez nous parler de la tokenomics de Wecan? Bien sûr, donc comme évoqué, on a un token qui est un pur utility token. Sa seule utilité, c'est d'utiliser les services de notre plateforme. On a 19 milliards de tokens qui peuvent être en circulation. Donc ça, c'est le maximum supply du Wecan token. Aujourd'hui, on a 2 milliards qui sont en circulation avec une particularité, c'est qu'on a fait une phase de pre-sale sur cette année. On en a vendu pour en dollars quelque chose comme 1,9 million de dollars. Mais avec des personnes qui sont des personnes qui se sont engagées sur la durée, avec notamment du stacking et des mécanismes de ce type-là, qui font que ce n'est pas des personnes qui vont les vendre à court terme, ils vont plutôt les conserver sur les 2-3 prochaines années. Donc aujourd'hui, on a plutôt des détenteurs qui sont des détenteurs long terme, des clients qui en achètent pour utiliser nos services, et puis évidemment des clients de Bitstamp qui peuvent également en acheter pour les échanger sur la plateforme. Très bien, merci beaucoup Vincent. Donc une vision plutôt long-termiste, si je comprends bien. Exact. Très bien. Ben écoutez, messieurs, on arrive au terme de ce webinaire. Ça passe à une vitesse folle quand on a des sujets aussi passionnants. Un grand merci pour votre disponibilité. Un grand merci, Jean-Baptiste, pour ton temps et d'avoir participé à distance à ce webinaire depuis les locaux de Bitstamp. Un grand merci, Vincent, aussi pour ta disponibilité. Je sais que la journée a été assez intense avec le listing cet après-midi. Et puis encore, voilà, toutes mes félicitations pour ce listing et cette belle envolée. Je vous remercie infiniment, messieurs, tous les deux. Et puis, je vous propose de se retrouver dans un prochain webinaire pour parler de la suite de nos aventures respectives. Excellent. Merci Fred. À tous. Merci, à bientôt.